Bonjour, bienvenue sur l'émission Santé Plus, aujourd'hui consacrée au cancer du poumon, avec le professeur Nicolas Gérard de l'Institut Curie à Paris et Agnès Renard, qui est la présidente de l'association S3 Odéon, qui consacre chaque année, en principe, sauf cette année, un congrès, on peut dire, à l'Odéon, au progrès de la médecine. Donc Agnès, est-ce que vous voulez bien nous présenter votre invité d'aujourd'hui, le professeur Gérard? Alors Nicolas Gérard est professeur, il est cancérologue spécialisé dans les questions du cancer du poumon. Merci d'être avec nous. Et nous avons pensé qu'il était important de faire le point, évidemment, dans le cadre du Covid, mais aussi dans le cadre du dernier congrès américain qui vient d'avoir lieu. Exactement. Le congrès américain d'oncologie médicale s'est tenu de façon virtuelle pour la première fois. C'est un congrès qui a lieu chaque année habituellement à Chicago. Mais cette année, le centre de congrès a été justement transformé en hôpital de fortune pour les patients atteints de Covid. Mais le congrès a pu malgré tout avoir lieu sur Internet avec des vidéos préenregistrées. D'habitude, il y a combien de personnes qui sont là? À peu près 50 000 participants chaque année, donc c'est vraiment un congrès important où de nombreux résultats, de nouvelles études sont présentés avec un changement justement de la prise en charge des patients qui souvent survient assez rapidement après le congrès. Alors justement, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qui permet aujourd'hui de démontrer les progrès que nous avons pu faire dans le domaine du traitement du cancer? On peut peut-être commencer par rappeler qu'est-ce qu'un cancer et qu'en est-il aujourd'hui en 2020 des cancers du poumon? Alors un cancer, c'est une prolifération non contrôlée qui survient au sein d'un organe qui se met à se développer de façon non contrôlée. On sait que chacun de nos organes, le poumon par exemple, se développe chez l'enfant, grandit et puis à un moment, cette croissance s'arrête. Sauf que en situation d'attaque de l'organe par un certain nombre de substances qui vont entraîner des modifications justement dans le fonctionnement des cellules, eh bien on peut avoir des proliférations qui commencent finalement et puis qui vont progressivement envahir le poumon ici et puis ensuite aller essaimer ailleurs dans l'organisme. Et un cancer, c'est ça, c'est vraiment une maladie qui survient suite à l'exposition à des substances qui vont justement modifier le fonctionnement de l'organe et sa réparation. Alors on le sait tous, il est facile de dire que si on a un cancer du poumon, c'est que nous avons fumé. Mais qu'en est-il vraiment? Est-ce qu'il existe des prédispositions génétiques? Et est-ce que des personnes qui n'ont jamais fumé peuvent avoir un cancer du poumon? Alors si on parle du cancer du poumon, effectivement la première cause de cancer du poumon c'est le tabagisme, essentiellement la cigarette. Ce que l'on sait c'est que dans cette exposition au tabac, finalement c'est surtout la durée du tabagisme qui compte et pas tellement la quantité de cigarettes que l'on fume chaque jour. Et c'est vraiment cette durée prolongée qui fait que le risque de cancer du poumon augmente. On estime qu'il est 20 fois supérieur chez quelqu'un qui a fumé un paquet de cigarettes par jour pendant une vingtaine d'années. Est-ce que, par exemple, pardon, mais est-ce que 50% des fumeurs vont développer un cancer ou tous les fumeurs Non, chaque année, on peut estimer qu'il y a peut-être 2-3% des fumeurs qui font un cancer du poumon. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup en réalité, parce qu'il y a beaucoup de fumeurs dans notre pays et puis partout dans le monde. Dans le monde, c'est 1 million de personnes qui vont développer un cancer du poumon chaque année. En France, 50 000 nouveaux cas chaque année. Donc c'est vraiment l'un des cancers les plus fréquents et c'est surtout le cancer le plus mortel en fait. En France, on a 30 000 décès liés au cancer du poumon. Alors c'est en amélioration, on va l'expliquer, mais en fait cette mortalité, elle est le fait que finalement le poumon est un organe qui est profond, qui n'est pas innervé, qui ne fait pas mal finalement. Et donc, on va développer une petite tumeur de 1 cm dans le poumon. Le poumon, ça contient 4 litres d'air, donc une toute petite boule de 1 cm. Finalement, on n'a aucun retentissement sur le fonctionnement du poumon. Donc, la tumeur va progressivement se développer. Et c'est souvent en situation où il y a des métastases, donc un essaimage de la tumeur ailleurs, que les symptômes vont effectivement se développer. Donc, souvent, dans la plupart des cas,
le cancer du poumon il est diagnostiqué à un stade où il y a déjà des métastases et donc à un stade où il faut faire un traitement général de la maladie. Et ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres cancers, vous êtes en train de nous expliquer que le diagnostic précoce est plus difficile à mettre en place pour le cancer du poumon que pour les autres cancers? Effectivement, il n'y a pas de symptômes au stade précoce, contrairement peut-être au cancer du sein. On peut effectivement palper une tumeur, peut-être au cancer de la prostate, hein, qui est les autres cancers qui sont les plus fréquents. Le cancer de la prostate va donner des symptômes urinaires souvent. Dans le poumon, ce n'est pas le cas et donc ça pose toute la question du dépistage du cancer du poumon qui est aujourd'hui un sujet controversé en réalité. Pourquoi ? Parce que contrairement aux autres dépistages, on s'intéresse ici à un cancer qui justement est lié à un mode de vie qu'est le tabagisme, que certains considèrent comme étant un choix de chacun, ce qui n'est en fait pas totalement le cas. Vous me posiez la question tout à l'heure des facteurs génétiques. Alors, il n'y a pas vraiment de facteurs génétiques au cancer du poumon, en tout cas de facteurs génétiques précis ou uniques. Par contre, il y a de vrais facteurs génétiques dans l'addiction au tabac. Donc, le fait de fumer, c'est pas vraiment un choix. Le fait de fumer beaucoup, c'est pas vraiment un choix. On sait qu'il y a un certain nombre de gènes qui contrôlent justement cette dépendance au tabagisme et donc qui indirectement favorisent le cancer du poumon. Donc il faut vraiment considérer le tabagisme comme étant une maladie à prendre en charge avec des mesures de prévention à la fois globales, de santé publique et puis aussi individuelles. Par exemple, est-ce qu'un fumeur, fils de fumeur, a intérêt à faire régulièrement un scanner, un PET scan, je ne sais quoi? Alors on n'en est pas là. Donc je vous ai dit, effectivement, malgré tout, le cancer du poumon reste rare parmi les fumeurs. On sait malgré tout, et pour faire simple, que les personnes qui ont fumé pendant plus de 25 ans, qui ont plus de 50 ans, sont plus à risque. Et c'est cette population de personnes qu'il faut probablement cibler pour le dépistage. Et effectivement, le dépistage, il consiste à faire un scanner, donc une image du poumon, qui est une image relativement précise. Il faut faire le scanner dans des circonstances qui permettent d'éviter trop d'irradiation. Donc il y a des protocoles particuliers. Mais en faisant un scanner tous les ans ou tous les 2 ans, eh bien, finalement, on réduit de 20% le risque de mourir d'un cancer du poumon chez ces personnes. Et ça a été montré à la fois dans une grande étude américaine qui a été publiée il y a une dizaine d'années et plus récemment dans une étude conduite aux Pays-Bas, donc qui est plus proche de nous probablement vis-à-vis des habitudes de tabagisme. Et donc on a 2 fois la démonstration que le dépistage fait dans ces conditions est efficace pour réduire la mortalité du cancer du poumon dans le même ordre que la mammographie pour le cancer du sein par exemple. Donc il y a vraiment une démonstration. Maintenant, tout l'enjeu, c'est l'organisation. Comment on fait ? Alors déjà, est-ce que notre société veut finalement mettre en place un dépistage du cancer du poumon ? La réponse est probablement oui. Et après, comment on l'organise ? Parce que le cancer du sein, c'est beaucoup plus facile. On prend les femmes à partir d'un certain âge. Donc, c'est dans les bases de la sécurité sociale. Et puis, on organise la mammographie, puis ensuite la prise en charge. Le cancer du poumon, comme je vous l'ai dit, il faut probablement sélectionner sur la quantité de tabac. Et ça, c'est un peu plus difficile finalement, un peu moins précis. Et par contre, on sait que c'est crucial de bien sélectionner parce que sinon, on va voir plein d'anomalies sur le scanner qui ne correspondent pas à un cancer du poumon. Par exemple, et pour finir sur le dépistage, lorsqu'on va faire un scanner à ces personnes qui ont fumé plus de 25 ans, 1 fois sur 3, on tombe sur une anomalie. C'est une petite boule dans le poumon qui peut être toute petite, qui peut faire 2 ou 3 mm. Alors on se dit, est-ce que ce n'est pas un cancer du poumon qui commence ? Et en fait, dans 90% des cas, ça va être rien du tout. Ça va être juste une séquelle d'une bronchite ou quoi que ce soit. Et donc, il y a toute une stratégie finalement à développer pour identifier les patients qui développent effectivement un tout petit cancer du poumon qu'on va pouvoir opérer. Et dans cette situation, on enlève la partie de poumon malade et les patients sont guéris. On peut vivre avec un seul poumon ou un demi-poumon en moins? Comment ça se passe? C'est vrai qu'historiquement, on enlève une partie du poumon qu'on appelle un lobe. Aujourd'hui, il y a toute une réflexion justement sur ces toutes petites tumeurs pour diminuer la quantité de poumons que l'on retire. On peut vivre aussi, si la tumeur est plus volumineuse, on peut être amené à enlever tout le poumon. Mais effectivement, c'est un peu plus complexe, ce d'autant que les patients qui ont fumé ont aussi des anomalies respiratoires, ce qu'on appelle la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est la maladie du fumeur. Et là, c'est plutôt 30% des fumeurs qui font une BPCO avec une toux, des crachats réguliers. Et donc, enlever une partie de poumon à ces personnes qui ont déjà une capacité respiratoire un peu plus faible peut être un petit peu compliqué.
Et aussi, il y a une question de coût pour la sécurité sociale. L'enjeu du dépistage, c'est effectivement un coût qui est important, mais qui est probablement aussi il faut probablement développer des modèles de financement qui soient pertinents. On pourrait dire, par exemple, que le coût de ce dépistage pourrait être financé par le coût du paquet de cigarettes. On estime qu'en augmentant de quelques centimes le prix du paquet de cigarettes, on finance intégralement le dépistage. Ah oui, seulement de quelques centimes. Ouais. Ah oui, et une autre question, c'est difficile. Vous avez parlé tout à l'heure d'addiction. On sait qu'en France, à peu près, il y a 17% de personnes qui ont un phénomène d'addiction. Donc, ces personnes-là sont plus vulnérables finalement au tabac, puisque si elles commencent à fumer, elles vont avoir plus de mal que les autres à s'arrêter. Donc, est-ce que là, ça veut dire qu'il faut faire des campagnes de prévention qui soient non stigmatisantes, puisque c'est plus difficile. Si vous fumez 3 paquets et que vous êtes addict, comment faire pour remettre l'usager dans une position d'être acteur de sa santé et de faire de ce qu'on appelle aujourd'hui de la médecine préventive? Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, pour ce qui est effectivement du tabac, du cancer du poumon, il y a effectivement tout un enjeu d'image finalement de cette maladie. On va parler des progrès dans le traitement. Je pense que c'est important parce que souvent, un fumeur qui va développer une toux ou des symptômes va être extrêmement inquiet parce que le cancer du poumon fait effectivement peur, à une image terrible liée finalement au fait que effectivement la maladie est souvent découverte un peu trop tard entre guillemets et avec des traitements qui jusqu'ici n'étaient pas très efficaces. Donc il y a effectivement souvent aussi un retard dans le diagnostic. Donc il faut probablement changer effectivement l'image du cancer du poumon, comprendre et faire comprendre que le tabagisme c'est une addiction et c'est pas forcément effectivement ce n'est pas un choix finalement de l'individu, ce d'autant qu'aujourd'hui on connaît ces gènes qui sont finalement sous cette addiction. Et justement, dans ces questions de dépistage du cancer du poumon, il y a avant tout motiver finalement les personnes les plus à risque pour ce dépistage. Un exemple, c'est en Angleterre. Comment aller chercher les personnes les plus à risque pour un dépistage? Ce sont des camions à l'intérieur desquels il y a des scanners qui vont se poser sur les parkings de supermarchés le samedi après-midi. Et pendant que souvent la femme du couple va aller finalement faire les courses, le mari va dans le camion faire son scanner, ou l'inverse, ou vice-versa. Mais en tout cas, effectivement, ça montre bien qu'il y a aussi tout un enjeu finalement d'aller chercher les personnes les plus à risque qui vont plutôt être réticentes finalement à aller vers le dépistage. Et ce qui est parallèle d'ailleurs, lorsqu'on fait un dépistage de cancer du poumon, on parle aussi de tabacologie et d'arrêt du tabac chez les personnes qui continuent de fumer. Nous voyons tous à la sortie des lycées des groupes de jeunes qui ont 17 ans ou 18 ans qui fument comme des pompiers. Donc c'est même choquant de voir le succès du tabac dans cette tranche d'âge. Alors globalement, le tabagisme diminue dans notre pays de façon assez générale. Effectivement, le tabagisme des jeunes reste effectivement quelque chose qui a plus de mal finalement réellement à diminuer. Chez les femmes aussi, on a encore un tabagisme qui est important, mais chez l'homme, on a 20% de moins de fumeurs qu'il y a 20 ans. Donc il y a une vraie diminution de la quantité du nombre de fumeurs et la quantité de tabac consommé. Alors parlons maintenant des traitements, puisqu'il y a eu d'énormes progrès de réaliser, notamment grâce aux recherches de votre institut. L'Institut Curie, je le rappelle, est un grand institut de recherche qui est à Paris et qui rassemble plus de 3000 chercheurs et cliniciens. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les progrès qui ont eu lieu dans les 20 dernières années et puis, bien entendu, les progrès tout récents auxquels vous avez pu participer dans le cadre des derniers congrès? Alors effectivement, on a plusieurs catégories en fait, de cancer du poumon. Il n'y a pas qu'un seul cancer du poumon. Dans la plupart des cas, finalement, on a 3 grandes armes finalement, pour prendre en charge les patients. Comme on l'a dit, lorsque la tumeur est toute petite, dans le poumon, on va pouvoir l'opérer.
Et ça, c'est effectivement ce qu'on voudrait faire pour la plupart des patients parce que la chirurgie est un traitement qui guérit le malade. Alors effectivement, la chirurgie a beaucoup évolué au cours des dernières années. Il est de plus en plus rare finalement d'ouvrir le thorax complètement. On passe par célioscopie, c'est-à-dire par des toutes petites incisions qui permettent évidemment de diminuer la douleur en post-opératoire, tout en étant aussi efficace sur le traitement lui-même de la maladie. Donc il y a ces progrès finalement en chirurgie qui ont accompagné finalement les développements techniques. Voilà. Il y a l'autre groupe finalement de patients et qui est aujourd'hui encore le plus fréquent en attendant que le dépistage se mette en place, ce sont ces patients avec une maladie qui est déjà diffuse, avec des métastases, où là le traitement historique c'est la chimiothérapie, donc des perfusions de médicaments qui vont détruire la tumeur, mais de façon non sélective, c'est-à-dire ce sont des médicaments qui empêchent toute prolifération dans l'organisme, et donc c'est pour ça, ça va être efficace contre la tumeur. Il y a à peu près un tiers des patients qui vont voir leur tumeur diminuer, donc effectivement, c'est pas tant que ça. Il y a un autre tiers où la tumeur va être juste stabilisée, et puis il y a un tiers pour lequel la chimio ne marche pas. Donc cette chimiothérapie, elle n'est pas sélective parce que elle va donner des effets secondaires dans le sang, des baisses de globules dans le sang, de l'anémie, la perte de cheveux qui est visible, et des troubles digestifs par exemple. Donc la chimiothérapie est une arme intéressante mais insuffisante, et c'est pour ça que lorsque le cancer du poumon est diagnostiqué comme ça avec des métastases, l'espérance de vie à long terme elle est quand même très, très faible, très réduite, notamment si on se positionne à 3, 4 ou 5 ans du diagnostic. Il y a eu 2 révolutions dans cette situation. La première, qui date d'il y a une dizaine d'années, ce sont ce qu'on appelle les thérapies ciblées ou la médecine de précision, où là, l'idée, c'est d'aller comprendre la tumeur, voir qu'est-ce qui a déclenché cette tumeur pour donner un traitement spécifique contre ce qui l'a déclenché. Donc on parle de mutations dans les gènes qui jouent comme des interrupteurs. Le gène finalement est altéré, cette mutation apparaît, c'est comme un interrupteur qu'on allume et puis hop, la tumeur se développe. Alors, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on va identifier chez un patient précis cette anomalie, on va donner un traitement contre l'interrupteur, qui est un traitement qui va être souvent par comprimé, donc plutôt plus facile à prendre, moins d'effets secondaires, et puis surtout très ciblé, et donc qui va marcher quasiment à tous les coups. Ça, on éteint l'interrupteur et donc la tumeur régresse avec des survies qui sont prolongées. On parle de survie à 7-8 ans aujourd'hui pour certains sous-groupes de patients avec ces cancers très particuliers. Et c'est vrai qu'en France, on a eu la chance d'avoir d'emblée mis en place les outils pour rechercher ces interrupteurs, ces anomalies moléculaires avec des centres, plateformes de recherche pour ces anomalies. Et aujourd'hui, on a un programme qui s'appelle France Médecine Génomique, qui va plus loin, parce qu'effectivement, plus on va chercher d'interrupteurs, plus on va en trouver. Et si on en cherche 10, on a moins de chances d'en identifier un que si on en cherche 400 ou 1000 ou 1 million, par exemple. Et donc, ça, c'est un enjeu continu. On sait que ces médicaments peuvent perdre de leur efficacité, donc il y a des stratégies de séquence dans les traitements, avec au final une meilleure qualité de vie pour les patients, et puis une vraie efficacité contre la maladie. Avant que vous n'abordiez l'immunothérapie, sur cette qualité de vie, c'est-à-dire retrouver une vie la plus normale, la plus proche de la normalité, est-ce que vous diriez aujourd'hui que les patients qui sont traités, qui sont réparés, peuvent retravailler? Est-ce qu'on reste très affaibli après un cancer du poumon, même s'il est traité? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a Alors effectivement, c'est un des points clés, notamment lorsqu'on a ces anomalies particulières dans la tumeur avec ces traitements par comprimé. Malgré tout, ce sont des traitements qui doivent être pris de façon continue. Et globalement, si on éteint l'interrupteur, il faut maintenir la main dessus parce que sinon, effectivement, la tumeur reprolifère. Donc il y a tout cet enjeu finalement d'une prise d'un traitement au long cours qui contrôle la maladie, qui peut la faire disparaître complètement, mais souvent il reste quelques séquelles et quelques cicatrices, et on est toujours très vigilant finalement sur l'évolution des choses. Mais dans ce groupe de patients, on a des patients qui effectivement reprennent une vie quasiment normale, qui peuvent retravailler.
souvent, ces cancers du poumon avec ces anomalies surviennent chez des patients un peu plus jeunes, qui n'ont peut-être pas fumé ou moins fumé. Et donc, c'est une population effectivement active de personnes qui souhaitent retravailler, par exemple. Alors, on va parler de la dernière évolution qui n'est pas toute récente, en fait. Vous allez nous expliquer pourquoi, mais en tout cas, dans l'opinion, elle reste quand même une révolution récente, qui est l'immunothérapie. Comment ça marche et quelle est la différence avec la chimiothérapie ou les thérapies ciblées, par exemple? Alors, la chimio et les thérapies ciblées, c'est attaquer la tumeur. Alors, de façon plus ou moins précise, mais ça reste quand même attaquer frontalement la tumeur sans réellement se préoccuper de ce qui est autour et donc de ce qu'on appelle l'environnement autour de la tumeur. Cet environnement est important parce que lorsqu'une tumeur se développe, eh bien, spontanément, on devrait pouvoir l'éliminer. Finalement, on parlait de l'infection par le Covid. Oui, c'est un virus. On développe une défense, ce qu'on appelle immunitaire, contre ce virus, parce que ce virus ne fait pas partie de notre organisme. La tumeur, c'est pareil. Elle fait un peu partie de notre organisme, mais elle en est très différente. Et spontanément, on devrait pouvoir l'éliminer, notamment lorsqu'elle est toute petite. On dit qu'à partir de 40 ans, tout le monde développe des cancers en permanence, finalement, avec des cellules tumorales qui circulent, qui peuvent être détectées, mais finalement, les défenses immunitaires font leur travail et le cancer est éliminé de façon spontanée. L'immunothérapie, c'est exactement ça, c'est stimuler les défenses immunitaires du patient pour détruire le cancer. Donc c'est indirect, on n'attaque pas directement le cancer, on va stimuler les défenses du patient pour que ces défenses détruisent la tumeur. Et donc c'est un mécanisme très physiologique, très normal. On n'est pas dans quelque chose qui agresse l'organisme. Au contraire, on cherche à stimuler l'organisme pour retrouver finalement cette défense spontanée contre le cancer. Ça se passe par perfusion, comme la chimiothérapie. Et finalement, dans ces stratégies d'immunothérapie, on cherche justement à lever ce qui bloque la réponse immunitaire. Parce que la tumeur, pour se développer, pour échapper à nos propres défenses, elle développe une sorte d'armure autour d'elle qui fait que, c'est plutôt d'ailleurs une sorte de masque qu'une armure, qui fait que les cellules de défense ne la voient pas. Et donc, l'immunothérapie telle qu'on l'a fait aujourd'hui fait tomber cette armure, fait tomber ce masque. Et donc, d'un seul coup, le système immunitaire se réveille et va détruire complètement la tumeur. Et là, l'avantage, on disait tout à l'heure, les traitements ciblés, il faut les prendre à vie pour que ça marche. C'est que là, une fois que le système est redémarré, que le système immunitaire s'est réveillé, sait reconnaître la tumeur, c'est pour toujours. Et en tout cas, c'est de façon prolongée, un peu comme un vaccin. Et donc, on a, du coup, avec l'immunothérapie, cette possibilité d'efficacité, même au-delà de l'administration du traitement. Il y a des patients qui vont recevoir une immunothérapie de façon plus ou moins prolongée. On va l'arrêter au bout d'un certain temps. Et puis, malgré tout, finalement, la tumeur reste contrôlée. Si elle est toujours visible ou si elle a disparu, elle ne se redéveloppe pas. Et donc, on a ces survies potentielles à 5, 6, 7, 8 ans. Dans le mélanome, on a aujourd'hui des données à 10 ans. Donc, c'est finalement un mécanisme complètement nouveau, différent, plus physiologique, donc moins toxique aussi pour les patients, avec encore beaucoup de questions. Et c'est justement ce que vous mentionniez, les recherches qui sont en cours sur l'immunothérapie, c'est essayer de savoir chez quel patient ça va marcher ou chez quel patient ça ne va pas marcher. Et on a plusieurs immunothérapies à combiner les unes avec les autres. Et grosso modo, ça marche pour combien de pourcents des patients? Alors dans le cancer du poumon, ça dépend ce qu'on entend par ça marche finalement, oui. Mais effectivement, ça marche chez à peu près la moitié des patients. À long terme notamment. Donc ça, c'est plutôt encourageant, évidemment. Aujourd'hui, l'immunothérapie a été développée au cours des 7 dernières années. Donc, on commence à avoir des suivis à long terme de patients. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement positif et d'encourageant. Alors, comment on fait justement pour la moitié de patients pour lesquels l'immunothérapie ne fonctionne pas? Là, c'est peut-être l'enjeu de combinaison avec la chimiothérapie, par exemple. Et donc, il y a une sorte de retour un peu à la chimiothérapie. C'est un peu ce qui a été montré lors du congrès de l'ASCO. On était dans l'idée qu'on pouvait remplacer la chimio par l'immunothérapie
Et en fait, peut-être qu'il faut faire un tout petit peu de chimio au début, pas de façon prolongée, pour justement restimuler encore plus l'inflammation, les défenses immunitaires et permettre à l'immunothérapie de marcher chez plus de patients. Donc on est dans ce type de stratégie de combinaison à adapter pour éviter d'être trop toxique avec trop de chimiothérapie et tout en maintenant cette immunothérapie au long cours. Nous arrivons à la fin de cette émission, donc Agnès, je vous laisse la J'aimerais vous dernière poser question. une dernière question, puisque vous êtes pneumologue, donc on est dans un contexte Covid. Est-ce que chez les personnes qui, évidemment, sont allées en réanimation, on peut penser qu'il y a un suivi au long cours qui sera très important, mais chez les personnes, et c'est la plupart de nos citoyens qui ont contracté le virus, est-ce qu'à long terme, ou est-ce qu'en faisant des radios, on verra des traces du Covid? Alors on sait que lors de l'infection par le Covid, il peut y avoir des atteintes respiratoires qui sont assez fréquentes, plus ou moins sévères. Ce sont souvent les atteintes respiratoires qui emmènent le patient en soins intensifs, en réanimation. Donc oui, il y a des images que l'on voit dans le poumon, qui sont des images d'inflammation. Il va falloir comprendre le suivi de ces patients à long terme, parce que ces images d'infection peuvent donner des séquelles, comme toute infection dans le poumon. Donc, il va falloir suivre effectivement ces patients, voir les conséquences finalement respiratoires sur le long terme, notamment chez les patients qui ont eu ces formes sévères. Merci beaucoup, Merci. professeur Gérard. Merci beaucoup, Agnès. Merci, Renard. Bernard. Merci à l'Institut Curie. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission consacrée au cancer du poumon. À bientôt.